Elle porte le surréalisme et la belgitude à son paroxysme à travers ses écrits. En 40 ans de carrière, Nadine Monfils a écrit près de 80 ouvrages, la plupart du temps des polars, mais elle s'est aussi essayée à la poésie, au théâtre et même au cinéma. Toujours émerveillée par la vie, Nadine Monfils nous plonge dans des univers qui lui ressemblent et que nous allons découvrir cette semaine dans À travers le miroir. Bonjour Nadine Monfils. Bonjour. Bienvenue dans À travers le miroir. Merci d'avoir accepté de vous installer dans ce fauteuil pendant une demi-heure. Tant mieux s'il est confortable. Je vous rappelle la petite règle. On va découvrir donc comment vous êtes devenue la femme que vous êtes aujourd'hui, mais vous ne pouvez me regarder donc que à travers ce miroir. Donc vous n'existez peut-être pas. Ah, peut-être. Je ne sais pas, on verra après, au fur et à mesure. Moi non plus. En tout cas, nous allons nous parler avec nos reflets. Votre reflet, justement, le miroir, c'est un objet qui vous est familier, que vous aimez, que vous avez appris à apprivoiser avec le temps. Le miroir, pour moi, évoque un de mes livres préférés, qui est Alice à travers le miroir. Donc il y a Alice au Pays des Merveilles, Alice à travers le miroir, avec son lapin. D'ailleurs, j'ai toujours un petit lapin autour du cou. Parce que c'est le monde du rêve, des apparences. On a toujours envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà. Et pour moi, par exemple, l'écriture ne devient vraiment intéressante que quand on traverse le miroir. Parce que si on écrit en se regardant dans le miroir, autrement dit autour de son nombril, il y a des gens pour qui c'est une thérapie, voilà, et qui ne racontent que ce qui leur arrive, leurs histoires, etc. Pour moi, c'est autre chose, il faut aller voir un psy. Voilà. Mais donc l'écriture, c'est quelque chose qui va au-delà, qui touche un peu à ce mystère qui nous échappe. Et avant de parler de votre écriture, évidemment, quand même par rapport à vous, à votre apparence, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes, par exemple, pas très addict du maquillage, si j'ai bien compris? Non, j'aime pas. J'aime pas ça, du tout. Non, j'aime bien ce qui est naturel et... Ouais, moi, ça me va d'être comme ça, c'est bon. Et il paraît que vous n'allez jamais chez le coiffeur. Jamais. Pourquoi? J'aime pas. Pourquoi vous n'aimez pas? Si vous n'y êtes jamais allé, vous n'avez pas testé. Oui, c'est un peu comme les enfants qui disent « j'aime pas les épinards ». Je vois les gens, quand ils sortent de chez le coiffeur, ils ont souvent des têtes de cons, quoi. C'est des trucs à prêter. Et ça, bon, ça coûte cher, ça dure pas. Tu sors, il pleut, il drache, donc ça sert à rien. Non, et puis ils font jamais, les coiffeurs, ils font jamais ce qu'on leur demande. Je pense que c'est le seul coiffeur que j'aime, parce que c'est mon ami et que je l'adore, c'est Jean Marchetti. Voilà, le salon d'art. Galeriste aussi. Oui, parce qu'il est galeriste, il est aussi mon éditeur. J'ai publié un petit bouquin, La Boîte Bleue, chez lui. Et on se connaît depuis très longtemps. Voilà, mais c'est un coiffeur atypique, c'est autre chose. Vous avez parlé la boîte bleue, le bleu. C'est une couleur que vous affectionnez beaucoup, je pense. Oui, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle me fait penser à la mer, donc à la Normandie aussi, puisque j'habite entre Montmartre et près de la mer en Normandie. Donc la mer me fait quelque chose, quoi. J'ai toujours ce poème de Baudelaire qui me revient quand je suis face à la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, et tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, mais ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Voilà pourquoi j'aime le bleu. C'est effectivement une bonne raison, une belle raison, on va dire. Quand vous étiez enfant, vous alliez pas mal à la mer du Nord, justement. Je suis toujours enfant, hein. Peut-être pas l'air, mais dedans, oui. Quand vous étiez un petit enfant, un plus petit enfant encore, de taille. Non plus, 1m50, c'est pas grand. Oui, j'aimais bien. La mer du Nord avait quelque chose de sucré, je vais dire, les bablutes, les quiberdons. J'aimais beaucoup faire des blagues à la plage, creuser, par exemple, avec ma petite pelle
en dessous des transats des grosses madames qui bronzaient pour qu'elles tombent. Enfin voilà, j'aimais beaucoup faire des farces. Et encore maintenant d'ailleurs, ça m'arrive encore. Ouais. Mais la mer du Nord a changé en moche avec tous ces buildings. Voilà, il faut tourner le dos au building et alors ça va, quoi. C'est pour ça que vous vous êtes exilé en Normandie aussi? C'est presque ma mer du Nord en Normandie, c'est la même chose, mais derrière c'est beaucoup plus joli, c'est encore des vieilles maisons. Les galets en plus quand même. À Dives, non, il n'y a pas de galets? C'est du sable. Ouais, ou le Gât, Dives, c'est du sable. Donc ça va, ça ressemble un petit peu plus avec les belles maisons, effectivement. J'aime pas les galets, j'aime bien le sable. Comment se passe votre enfance? Vous êtes née à Etterbeek, ouais. Vous avez grandi à Anderlecht, si je ne me trompe pas? Je suis née à Etterbeek, à la clinique Baron Lambert, et c'est le docteur Poulain qui a accouché de ma mère, et plus tard, donc j'ai rencontré et devenu très amie avec Jean-Pierre Jeunet, qui a fait Amélie Poulain, voilà, tous ces petits trucs. Comment elle se passe, votre enfance, à Bruxelles? Qu'est-ce que vous en gardez? Je suis née à Bruxelles, mais j'ai grandi dans le Brabant wallon, à Île-Saint-Vincent. Donc mon enfance, c'était un papa qui voyageait beaucoup, ambassadeur, comme le papa d'Amélie, ils étaient amis d'ailleurs, mais que j'adorais. Mon père, c'était mon Dieu, ça l'est toujours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Voilà, c'était le premier grand amour de ma vie. Si je vois cette photo. J'adore cette photo, ouais. Il était très élégant, très beau, et il m'aimait. Il m'a encouragée à écrire. Oui. Et il m'a toujours dit « fais ce que les autres ne font pas ». Et je l'ai suivi à la lettre, puisque je suis atypique. Donc le chemin est passionnant, mais plus long que les autres. C'est compliqué d'être atypique? Oui, c'est pas une fulgurance, c'est pas tout d'un coup, voilà, on éclate, on a un immense succès. C'est un chemin qui, petit à petit, se construit parce qu'il faut que les gens entrent dans mon univers, s'habituent. Mais une fois qu'ils y sont, ils aiment bien et ils lisent tout. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Vous, votre univers, est-ce que vous avez eu du mal à le trouver? Je voulais revenir sur mon enfance aussi. L'importance de mes deux grands-mères qui m'ont élevée. Ma grand-mère paternelle m'a élevée. Et mon autre grand-mère que j'adorais aussi, qui était un personnage. Et de mon institutrice, Simone Smets, mon institutrice d'école primaire, qui est ma maman de cœur. Voilà, c'est des personnes importantes pour moi. Et donc, qui vous ont aidé à vous construire. Donc, je disais, est-ce que ça a été compliqué de trouver votre voie, votre univère? Parce que vous disiez que c'est atypique, et donc... pour vous, c'était très clair. C'est même pas un choix d'être atypique. Je crois que c'était comme ça et mon père a dû sentir ça. Il a dit, voilà, creuse ce sillon-là puisqu'il est en toi, quoi. Mais je me suis mise à écrire parce que on avait je raconte ça, oui. Mon grand-père paternel avait planté un saule pleureur dans le jardin. Et quand il est mort, j'étais toute petite, enfin, j'avais 5-6 ans. Et j'ai continué à me réfugier contre le tronc de ce saule. Je lui parlais parce que c'était pour moi un peu de l'âme de mon grand-père qui continuait à exister. Et un jour, ma mère l'a fait couper parce que il y avait des feuilles qui tombaient. Elle n'aimait pas les feuilles par terre. Voilà. Et ça m'a fait un tel choc quand j'ai vu ce tronc d'arbre. J'étais très triste. Et je me suis mise à écrire. Ça a déclenché ça chez moi. Comme quoi, parfois, une mauvaise chose peut engendrer une bonne. Et je n'ai plus jamais cessé d'écrire. Donc, c'était un peu thérapeutique quand même à ce moment-là. Mais sur le moment, j'ai écrit un poème à cet arbre pour lui rendre hommage, quoi. J'avais 8 ans. Et puis, après, j'ai plus jamais arrêté d'écrire. Mais je ne sais pas si c'est thérapeutique. C'était mon île, c'est là que je m'échappais. Vous avez commencé par la poésie. Oui. Vous dites déjà à 8 ans, alors je ne sais pas si c'était déjà l'influence peut-être de Maurice Carême quelque part, que vous connaissiez bien, je pense. Oui, non, c'était pas vraiment ça, parce que un de mes premiers poèmes, j'avais un peu plus de 8 ans quand même. Là, j'avais 12 ans, je crois, mais je lisais beaucoup.
je parle d'un nain qui se masturbe devant la Vierge. Je pense que c'était... On est très très loin de Maurice Carême. Ouais, voilà. On ne va pas apprendre ça aux enfants à l'école, je pense. D'ailleurs, ma mère m'avait dit à l'époque, mais pourquoi tu n'écris pas tes petits poèmes comme Maurice Carême? Non. Effectivement, c'est déjà beaucoup plus... Elle ne vous a pas dit à ce moment-là, on va aller voir un psy? C'était pas à la mode encore? Non, on ne parlait pas de ça à notre époque. C'est à ce moment-là aussi que vous rencontrez Baudelaire? C'est pour ça qu'on allait bien, d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'est déjà pendant votre enfance, votre adolescence, que vous rencontrez les poèmes de Baudelaire, ou c'est plus tard? C'est quand je suis allée à l'Athénée de Namur. Mon prof de français, qui est devenu un ami, Michel Ducobu, qui est un très bon écrivain aussi, était passionné par Baudelaire, Gide, Camus, tout ça. Et il nous avait raconté que quand on passait pour aller à l'Athénée devant l'église Saint-Loup, c'est sur ces marches que Baudelaire s'est écroulé parce qu'il a chopé la syphilis à l'âge de 20 ans, ce qui a occasionné des tas de problèmes de santé. C'est pour ça qu'il prenait de la drogue, parce que c'était le seul moyen à l'époque de calmer la douleur. Donc je le voyais chaque fois que je passais sur les marches de l'église Saint-Loup avec son seul ami belge, Félicien Rops, parce qu'il ne nous aimait pas, parce qu'on n'a pas su l'aimer, voilà, pour ça. Et voilà. Et j'ai un rapport à sa poésie qui est très intense. J'aime beaucoup sa poésie. Et ce lien entre lui et moi, c'est que je pense vraiment qu'il faut... c'est mon cas. Il faut avoir vécu beaucoup de choses, ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, vers parfois des choses sombres dans la vie, de prendre des risques. Et c'est de ça qu'on tire une nourriture poétique. Est-ce que aussi le fait à un moment donné de vous dire que vous allez vivre de votre plume, c'était prendre un risque? Ça s'est passé comment, ce passage entre le moment où, voilà, où on écrit un peu pour soi, ou en tout cas de manière comme un hobby, on va dire, au moment où on devient professionnel? Parce que vous avez fait d'autres métiers, vous avez été prof, je pense. J'étais professeur de morale et j'écrivais des contes pour petites filles perverses. Voilà. On voit déjà un petit peu quand même le côté atypique dans ce moment-là. Oui. J'ai été galeriste aussi, journaliste, je faisais des critiques de cinéma, j'ai écrit à Pérubu, enfin tous les journaux un peu genre Canard enchaîné, Focus pendant quelques années aussi. Focus Vif. Voilà, je faisais des critiques de bouquins, ce que je n'aimais pas spécialement parce que critiquer ses collègues, c'est pas sympa. Voilà. Mais à quel moment vous vous dites, voilà, autrice, écrivaine, je ne sais pas le terme que vous préférez? J'aime pas. Écrivain, j'aime bien. Parce qu'il y a le mot écrit et puis il y a le mot vin, le pinard. Donc, nous, dans le polar, c'est quand même un beau mariage, quoi. Mais à quel moment vous vous dites, voilà, ça va être vraiment mon métier sans vivre, c'est quand même compliqué. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Je me suis jamais dit ça. Pour moi, écrire, c'est comme respirer. Ça fait partie de moi. Je crois que je vais mourir avec je peux le dire, une plume à la main ou une plume dans le cul, comme on dit. Parce que voilà. Ou les deux en même temps, peut-être. Ben voilà, on peut mourir avec panache en descendant dans le grand escalier chez madame, quoi, tu vois. Tout à fait. Voilà. Ou chez maman. Et non, c'était une évidence, voilà. Et ce que j'ai fait à un moment donné, c'est quand je suis entrée à la série Noire, qui pour moi est une série mythique à l'époque de Patrick Rénal, qui était mon meilleur éditeur avec Glenn Tavenec. C'est deux hommes que j'aime beaucoup. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, je suis la première Belge à être entrée à la série Noire. Et il y a Pascal Fontenot, mon amie aussi, mais elle est française et elle vit en Belgique. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai lâché parce que je me suis dit, bon, faut prendre des risques et parce que l'écriture avait une telle importance pour moi que je ne voulais pas faire l'écriture à moitié et l'autre métier à moitié non plus. Donc voilà, il fallait faire un choix. C'était très vite fait.
Est-ce que, aussi sur la table, il y a un objet peut-être qui pourrait vous parler, où on parle de destin, de signes Voilà, le Vous croyez tarot. au destin? Oui, beaucoup. Je pense que on n'est pas sur Terre par hasard et que ce n'est pas inutile, qu'on a des choses à apprendre et qu'on revient peut-être autant de fois qu'on a assimilé ce qu'on devait apprendre. Il y a tellement de signes de ce qu'on appelle du hasard dans ma vie qui en est mais jalonné d'une manière parfois très étonnante que je ne peux pas faire autrement que d'y croire. Et puis j'ai 2 enfants que j'adore tellement. Ouais, j'ai fait tatouer leur prénom sur mon, sur mon poignet. Oui. Comme ils rigolent, ils me disent ouais, le jour où tu oublieras leur prénom. C'est Raphaël et Jordi. Raphaël, lui, il a fait une chute quand il avait 20 ans, il va en avoir 47. Et il a fait ce qu'on appelle un coma avec l'aller-retour, l'expérience de la vie après la mort. Et ce qui est très étrange, c'est que quand il avait 5-6 ans, il m'a dit « Maman, un jour je vais avoir un très grave accident, mais ne t'inquiète pas, je vais revenir. » Il a toujours eu des flashs. Donc quand on a un gosse qui a ça, et que ça arrive, on se dit voilà, ça c'est quelque chose que je me suis empressée d'oublier évidemment qu'il allait avoir un très grave accident. Et puis voilà, c'est arrivé. Et tout le monde disait, bon, c'est fini. Et puis, parce que j'écrivais tout ce que mes enfants me disent dans des carnets. Et là, je suis retombée sur cette phrase. Et je me suis dit, mais non, il m'a dit qu'il allait revenir. Or, quand on fait ce voyage astral, on revient, ou on ne revient pas. Et heureusement, il est revenu. Et donc, il m'a raconté ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu dans ce voyage. Donc moi, je ne peux pas faire autrement que d'y croire. Et chaque fois que j'écris autour de personnages qui ont vraiment existé, comme le facteur Cheval, comme Charles Perrault dans Rochefou, qui va être réédité d'ailleurs aux éditions Ultra Letters, petit éditeur belge super qui a aussi publié mes poèmes, Alice, mon recueil de poèmes, Alice au pays de Barbe Bleue. Donc, toutes ces choses-là, tous ces personnages, que ce soit comme Magritte ou Baudelaire, me donnent des signes. J'ai l'impression, quand j'écris, que je suis habitée par eux, qui sont perchés sur mon épaule, et que je n'ai qu'à écrire ce qui me souffle, quoi. C'est eux qui s'imposent à vous, plutôt? Oui, il y a ça. Enfin, c'est une alchimie entre nous deux, quoi. Je pense qu'ils ne m'ont pas choisi par hasard, qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Parce que j'ai le côté peut-être espiègle de Magritte, et j'ai le côté parfois sombre de Baudelaire, mais de l'ombre, j'essaie toujours de tirer des petites étoiles. Et alors, l'histoire avec Baudelaire, c'est qu'il m'a amené vers un personnage dont le livre a été un des grands chocs de ma vie, le livre des esprits d'Alan Kardec. Parce que, comme Victor Hugo, qui faisait tourner des tables, ce qui n'était pas le cas de Kardec, voilà. C'était pas le cas de Kardec, parce que Kardec, lui, il communiquait avec les esprits par l'écriture automatique. Donc je découvre ce livre, qui est vraiment une claque pour moi. Et un jour, je reviens en arrière, je vais à un festival du film à Bruxelles, où je rencontre 2 personnes qui sont devenues parmi les plus importantes dans mon existence. C'est mon amie Anne Gruès, je porte sa veste, je dors chez elle, et je lui dédie mon livre Les fleurs du crime. Je dis à ma petite sœur de cœur, parce que c'est ça pour moi. Et on s'est rencontrés sur un malentendu, elle m'a prise pour une autre, j'ai prise pour une autre aussi, et puis voilà, c'est devenu comme ça, c'était très drôle. Et le réalisateur égyptien Yousri Nasrallah, que j'adore, j'aime énormément ses films, et le personnage, c'était un choc parce que c'est la rencontre avec une âme sœur. J'ai jamais eu ça. Et il est égyptien, donc voilà, le tarot égyptien, mais, oui. Et, le hasard.
Ouais, mais bon, le truc incroyable qui me relie à Kardec, c'est que quand Yousri vient à Paris, on se rencontre rue des Martyrs, près de chez moi à Montmartre, dans un bistrot qui s'appelle le Dream Café, donc le café des rêves. Ok. Donc, j'écris cette histoire et je me dis, je vais quand même voir un peu où a vécu Allan Kardec, parce que je me documente énormément pour écrire mes bouquins. Oui, c'est très fouillé. Ça me passionne, quoi. Donc, et je vois qu'il a vécu au numéro 8 de la rue des Martyrs, et c'est là qu'il a écrit le livre des esprits. Il en a écrit d'autres, mais celui-là particulièrement. Donc je me rends au numéro 8 de la rue des Martyrs, et je vois quoi? Que c'est juste au-dessus du Dream Café. C'est l'appartement au-dessus. C'est quand même étrange, ça, ces histoires-là. Et ça vous conforte, on va dire, enfin s'il n'y a pas besoin de vous conforter d'ailleurs. Je n'ai pas d'explication, hein, ça fait partie du mystère, mais ça m'interpelle, voilà. Ça me fait plutôt plaisir, j'aime bien ce genre de petites histoires, parce que je me dis de toute façon, à ce moment-là, c'est qu'il y a autre chose. Je ne sais pas quoi, hein, mais autre chose. Mais vous ne savez pas, enfin vous n'êtes pas spécialement religieuse après, croyante en quelque chose. Mais... Je crois en quelque chose, je crois qu'il y a une force, une énergie qui nous dépasse, et qu'on l'appelle Dieu ou d'un autre nom selon notre culture ou notre religion. Pour moi, c'est un créateur, et puis voilà, et que le but d'une vie, c'est d'être, le meilleur possible. Voilà, faire du bien autour de nous. Vous disiez au début que vous étiez toujours une enfant avec des idées tout le temps, voilà, des idées un peu fantasques, et notamment vous aviez un sac à main un petit peu bizarre à une époque. Ah oui, une boîte à violon. Oui. Et encore, vous n'avez pas vu l'intérieur. Il paraît que dans l'intérieur, il y avait notamment plein de petits objets et un nez rouge. Il y a tout, oui. Et le nez rouge, ça, c'est mon mec qui m'a offert. Ce nez rouge, quand on s'est rencontrés, on est mariés depuis 28 ans maintenant. Et c'est un homme, comment dire, il fait des objets étonnants qui bougent avec tout ce qu'il récupère, voilà. C'est un homme de théâtre. Il avait le théâtre de Michel Galabru à l'époque, quand j'ai rencontré. Et donc, il m'a offert son nez de clown. Et j'ai toujours ma boîte à violon avec le nez de clown dedans. Je l'utilise moins parce que je suis très chien, donc j'ai toujours eu des chiens dans ma vie, et la boîte à violon plus le petit chien, c'est compliqué. À devenir compliqué. D'ailleurs, là, ouais. Et le petit canard, c'est le petit chien. Parce que mes chiens ont toujours adoré les petits canards. Et quand je vous montre ça vous fait penser à quoi? Oh, mais voilà, justement, c'est ma nouvelle petite chienne qui s'appelle Lulu. Pourquoi Lulu? Parce elle est toute mignonne, hein, sur cette photo. Je ne sais pas quel âge elle a là-dessus, mais pas grande. Hein. Elle a un mois de moins que maintenant, donc elle est toujours aussi mignonne. Elle fait des conneries quand je ne suis pas là, mais Lulu, parce que mon plus jeune fils, Jordi, est réalisateur. Il est belge comme moi, évidemment, comme mon autre fils. Et il a fait 3 moyens métrages qui ont été bardés de prix dans le monde entier. Là, il prépare 2 longs. Et le premier s'appelait Lucienne mange une auto, si ce n'est pas un titre bien de chez nous. C'est bien votre fils. Voilà, donc c'est en clin d'œil à Jordi que c'est fait. Est-ce qu'il apprécie Lulu, Jordi? Oui. Ou alors c'est un peu une concurrence quand même. Il y a tous les gens qui voient ma chaîne, ils ont envie de me la piquer, quoi. Donc, oui. Non, mais mes enfants n'ont pas de concurrence, c'est impossible. Ce sont mes dieux à moi, mes enfants. Vous avez un amour inconditionnel, il paraît. Ah, mais là... Même plus que ça. Oui, ça va au-delà. Comme disait Jordi quand il était petit, c'est grand du ciel. Et mes 2 fils, c'est mes amours fous, quoi. Je donnerais ma vie pour eux. Ouais. Oui. Pourtant, ils vous en font voir un peu parfois, si je vous dis... Ils vont rire. Speak true. Ah, vous êtes au courant de ça? C'est bien, alors, expliquez-nous ce que c'est que Speak true. Ah, meilleur, c'est là. Ouais, des espions, hein. J'ai parlé avec Speak True. Ah ouais, ceux-là, alors là, j'allais dire, ils me font beaucoup rire, ils ont un petit côté Benoît Poulvord, quoi, tous les deux, et quand ils sont ensemble,
c'est terrible. C'est 2 papas différents avec 10 ans de différence, mais ils sont fusionnels, donc c'est très chouette pour moi. Alors, ils vous ont fait croire que c'était une intelligence artificielle. Voilà, ils m'ont dit, voilà, maman, il y a des drones, parce que j'habitais à l'époque dans le Brabant wallon, j'avais une petite piscine dans le jardin. Maman, on te voit, ils savent que tu as un maillot rose, machin, et tout, n'importe quoi. Et puis alors, ils m'ont fait croire, parce que ça a duré 3 jours, hein, donc c'est long l'histoire, mais en résumé, ils m'ont dit, mais tu rames quand même, tu vois, tu serais con, parce qu'il y a des fois, les bouquins, ça marche bien, des fois moins bien, bon voilà. Et ils m'ont dit, mais tu serais, si tu avais tout d'un coup 100 000 euros, quoi. Je dis, ah bah ouais, je vous fais plaisir, parce que moi, j'ai pas pas des grandes envies financières, je m'en fous, j'ai ce qu'il me faut. Mais faire plaisir autour de moi, oui, et les aider. Donc, il me dit, bah, je serais contente. Je dis, bah oui, évidemment, oui. Bon, écoute, on va faire un truc, parce que moi, je connais un banquier à Bangkok, et je suis en contact avec lui, il me dit, Raphaël, et on va t'arranger ça. Et puis, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, attends. Je dis, moi, je suis très naïve avec mes enfants. Hein, ils me font gober n'importe quoi, la preuve. Et donc, je dis, mais tu vas pas faire ça quand même. Il me dit, si, mais rien, t'inquiète pas. Et puis, je l'entends avec le banquier de Bangkok. Et il dit, voilà, je voudrais faire virer 100 000 euros sur le compte. Il me dit, c'est un truc Speak True, ça s'appelle, sur le compte de ma mère, Nadine, mon fils, voilà. Et du compte de monsieur, il me regarde et il me dit, parce que Gérard Jugnot, c'était mon voisin, et il me dit, de monsieur Jugnot Gérard. Je dis, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il me dit, bah oui, de toute façon, il a tellement de pognon, il ne se rendra compte de rien, et puis il a une assurance. Je dis, mais Raphaël, tu ne peux pas faire ça. Mais ne t'inquiète pas, maman, et tout. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Je dis, non, tu peux pas. Et bon, ben, c'est trop tard, c'est fait. Vous avez appelé Gérard Jugnot alors? Non. Vous n'avez pas osé? J'ai pas son téléphone, c'est un voisin, c'est pas un copain. Et puis, je me dis, mais c'est pas possible, je dors pas la nuit. Et le lendemain, j'arrive, j'écoute, non, je dis, t'arrêtes tes conneries. On peut pas, non. Mais maman, tu te rends compte tout ce que tu peux t'offrir, un nouveau vélo, machin, je roule pas en vélo, machin, enfin, plein de trucs comme ça. Il me dit oui, et puis nous, on pourrait avoir plein de cadeaux. Je dis non, Raph, c'est pas possible, tu peux pas, quoi. Et puis je rentre chez moi, et il me dit, mais tu dis rien à Patrick, à mon mec et tout. Et mon mec, il voit bien, j'ai une drôle de gueule, il me dit, ça va pas, je dis, non. Et puis, tout d'un coup, je reçois un coup de fil. Oui, vous connaissez Raphaël de Warzegers? Je dis, oui, c'est mon fils. Il me dit, bon, écoutez, ici, FBI. Je dis, FBI? Il me dit, mais oui, voilà, on arrive en hélicoptère, on vient arrêter votre fils. Moi, je ne me sens plus. Je fonce chez lui. Je dis, Raph, viens, je vais te cacher dans ma cave. Voilà, je vais te cacher, je vais te protéger. J'étais dans un état vraiment... Mais vous ne courez pas, vous ne marchez pas, vous courez. Je cours, je galope comme je peux. Et là, je vois mon fils. Maman, allez, calme-toi, on t'a fait une blague. Et moi, je ne capte pas. Tellement j'étais dans l'histoire. Je dis, viens, dépêche-toi, il y a le FBI. Il me dit, maman, mais non, c'est une blague. Et là, je dis, quoi? Il me dit, attends, je vais te montrer le banquier de Speak True. Et qui je vois? Mon autre fils. Et qui avait changé sa voix, évidemment, parce qu'il avait un petit truc pour moduler et tout. Mais en même temps, ça m'a tellement fait rire, moi qui adore faire des blagues, je trouve ça génial, parce que là, je raccourcis, hein, mais 3 jours quand même. L'arroseur arrosé un peu, c'est oui, ça, oui, quand mais même. Ils peuvent recommencer demain, je vais encore... Vous allez en faire quoi? Un court-métrage, une nouvelle? Non, mais je vais les croire, parce que je crois tout ce qu'ils me disent. Donc... Vous ne voulez pas vous en servir comme matériel pour écrire une nouvelle, un court-métrage, ou peut-être un début de long-métrage, qui sait? Non, le long métrage que j'ai envie de faire, enfin, plus le réaliser, parce que j'avais réalisé Madame Édouard, j'ai adoré faire ça, mais il faut beaucoup d'énergie. Mais non, en plus, c'est plus du tout pareil, quoi. Mon ami Jean-Pierre Jeunet qui va sortir un film
à la fin de l'année. Il m'a dit, mais il y a toute la censure, il y a les scénarios qui passent à la moulinette. J'ai pas envie de ça, moi. Je suis dans la liberté. J'ai encore eu ça pour Madame Édouard il y a 19 ans. Mais donc, non, je voudrais le faire réaliser, les vacances d'un serial killer. D'accord, et ça serait une nouvelle aventure. Pour conclure, si je dis que vous êtes un personnage, imaginons, on écrit, il y a quelqu'un au-dessus qui écrit votre vie dans un livre, quelle est la suite de l'histoire? De ma vie? Oui. Comment vous la voyez, la suite? Comment vous avez envie qu'elle soit? J'ai toujours cru que j'allais mourir à 83 ans comme Victor Hugo. C'est étonnant parce que maintenant, je ne pensais jamais écrire un truc sur lui. Je le préfère comme peintre que comme écrivain, comme dessinateur. Ce sera le 3e tome. C'est Le fantôme de Notre-Dame. J'ai encore un peu de temps, ça va. Ma vie, j'espère qu'elle est surtout que je partirai avant mes enfants. C'est mon souhait le plus cher. Pas trop tôt, donc voilà. Et encore bien m'amuser et garder mon mec le plus longtemps possible, ainsi que les gens que j'aime, mes amis qui sont très importants pour moi. Voilà, je ne sais pas, le reste, la suite, on ne sait jamais, c'est un mystère, mais j'espère que ce sera chouette et que je continuerai à écrire beaucoup. Et à vous amuser. Merci surtout, beaucoup. À bien rigoler aussi. Merci Nadine Monfils. J'aime la vie. C'est une belle conclusion. J'aime la vie en tout cas, et nous on aime. Les lunettes aussi. Ah. Merci. Et nous on aime vous lire et voyager aussi avec vos personnages qui sont toujours truculents. Merci d'avoir participé à Travers le miroir. Merci aussi. Vous êtes bien réel? Regardez.